Bonsoir. Nous vivons dans un pays riche en ressources, en jeunesse, mais aussi en potentiel. C'est aussi un pays marqué par des blessures, des crises institutionnelles, dès l'indépendance, des crises sécuritaires, mais aussi un fléau grave, la pauvreté, ainsi que ses corollaires comme l'injustice, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme et aujourd'hui la guerre. 30 ans après la première guerre du Congo, comme les appellent justement, ou comme l'appellent les historiens, la RDC a pu signer le 27 juin dernier un accord à Washington, un accord présenté comme un tournant majeur dans la recherche du développement, mais aussi du retour de la paix dans l'est du pays. Cet accord ne doit pas seulement rester économique et diplomatique, il doit aussi être un accord pensé de manière éthique, culturelle, mais aussi avoir une portée philosophique. Raison pour laquelle ce soir, je reçois pour vous des philosophes, des penseurs pour pouvoir justement décortiquer les faiblesses, mais aussi les forces de cet accord. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Je m'en vais donc vous présenter les différents invités qui sont des philosophes exclusivement, comme je l'ai présenté tout à l'heure. J'ai des doyens des facultés, des chefs de département. Je commence par le professeur Eugène Bitende, doyen de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa, philosophe également. Bonsoir professeur, merci d'être là. Bonsoir. Alors quel plaisir de vous avoir à la télévision. C'est pas coutume de voir les philosophes ces derniers jours à la télévision. Effectivement, ouais. Vous avez raison et le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, Olivier peut attendre un tout petit peu parce que j'aimerais bien présenter un autre doyen qui est doyen honoraire, le professeur Eli Ngoma Binda, un grand professeur connu du milieu politique en raison de ses livres, mais aussi de sa participation politique très actif. Doyen honoraire de la faculté des lettres et des sciences humaines, philosophe, auteur de plusieurs ouvrages. Bonsoir, monsieur le professeur. Quel honneur. Bonsoir, c'est un honneur aussi. Voilà. Ça fait longtemps qu'on a partagé également. Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on a partagé le plateau. C'est un honneur pour moi. Ça sera un moment de délectation intellectuelle de la part de nos différents téléspectateurs. À vos côtés, il y a le professeur Christian Toumba, qui est le chef de département de philosophie de l'UNIKIN également. Bonsoir, monsieur le professeur, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Gaëtan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. C'est un honneur. Alors, et pour terminer, c'est un philosophe maison. Je dirais comme ça. Je dirais même plus. Une personne ressource pour TD50. Olivier Sambaï, coordonnateur du cercle axiologique de Kinshasa ou de la RDC, philosophe, mais également enseignant à l'université de Kinshasa. Bonsoir, bienvenue à toi Olivier. Merci très cher Gaëtan, c'est un plaisir énorme d'offrir un plateau spécial philosophie, parce que la philosophie doit faire entendre sa voix. Cette voix qui doit être entendue pour frayer la voie à suivre à ceux qui veulent s'ouvrir à la raison et beaucoup plus à ceux qui veulent avoir une vision éclairée. Justement, voilà. Vision philosophique de l'accord, de la paix, du développement, c'est de ça que nous allons parler justement pour que le show se fasse sur le long terme. Il faut bien que ce soit pensé de manière correcte et pérenne. Monsieur le professeur Ngoma Binda, je reviens vers vous, puisque je sais bien que vous êtes même politicien, si vous me permettez de le dire comme ça. Qu'est-ce que ça vous a inspiré justement, cet accord de Washington au premier abord? L'accord de Washington, pour moi, c'est une question d'humanité. Ouais. Philosophiquement parlant, c'est une question d'humanité. C'est la prise de conscience que les atrocités qui se passent à l'est du pays doivent cesser. C'est la prise de conscience que le Rwanda fait subir des souffrances énormes et presque gratuites à des innocents. Donc l'accord de Washington, pour moi, c'est un début
de délivrance. Un début parce que ça vient marquer une étape qui nous fait avancer vers la paix. Sans cet accord, il ne serait pas possible de faire d'autres pas véritables. Même Doha, si ça doit avancer, c'est grâce à cette paix-là, à cet accord de Washington. Donc pour moi, c'est une question de sauver des vies humaines en matière d'éthique, de philosophie politique ou carrément d'humanité. C'est une manière de venir dire que ça n'est assez. Ça n'est assez de devoir sacrifier des vies humaines innocentes qui chaque jour meurent. Donc voilà comment je vois l'accord de Washington. C'est un accord qui vient... Alors, le fait qu'il ait été signé, discuté ailleurs, à Washington particulièrement, est-ce que ça n'entame pas quelque chose de l'accord? Bon, bien au contraire, ça donne de la crédibilité que ça ait été initié, ou pratiquement initié par Washington. Ça donne de la crédibilité à l'accord. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque quelque part, mais c'est vraiment... Ce n'est pas un bradage de notre souveraineté, non? Oh non. Là, je crois que ceux qui me parlent de bradage... En tant que philosophe politique, oui. Oui, je crois qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Il fallait bien entrer dans un processus qui amènerait à la paix véritable. Et ce commencement-là, c'est Washington. Si sur le plan pragmatique, il faut donner quelque chose, il faut donner. En relation internationale, il n'est pas possible de ne pas céder. Il faut céder et concéder quelque chose. Et c'est des matières premières qui nous permettraient... Vous savez, c'est l'occasion de parler d'une théorie que j'ai personnellement conçue, la théorie des trois murailles. La première muraille, j'ai toujours pensé que c'est la muraille militaire qu'il faut mettre aux frontières de chaque province de notre pays. La nôtre s'est fissurée, ça c'est clair. La muraille militaire. La muraille militaire. La deuxième, c'est la muraille industrielle. Et c'est ce qu'on vient faire justement avec l'accord. Oui. Et la troisième muraille, c'est la muraille scientifique. Scientifique. Donc, qu'est-ce qui est le plus important parmi ces murailles? Les trois équivalent. Le plus important, c'est scientifico-axiologique, oui, mais les trois s'équivalent. D'accord, on va revenir sur ça pour dire sur quoi doit être fondé justement un projet de la nation. Monsieur le professeur, la même question, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Mais je voudrais aussi savoir à quoi reconnaît-on un bon accord de paix? Est-ce qu'il y a des critères philosophiques pour juger justement d'un accord au niveau international? Merci pour cette question, mais je voudrais rebondir sur quelques éléments qui sont sortis de vous. Et le professeur a répondu. J'entends bradage de la souveraineté, j'entends ça. Bah alors, posons-nous la question. L'accord de Lusaka était-il aussi bradage de souveraineté? Gaborone, c'était bradage de souveraineté, nous sommes en 2001. Nairobi, c'était bradage de souveraineté? Bon, nous sommes allés à Sun City 1, Sun City 2, et puis nous avons pu trouver une réconciliation nationale, et puis les armes se sont tues, on a eu une formule unique dans l'histoire, 1+4. Est-ce que nous avions bradé notre souveraineté? Finalement, je vous ramène plus loin dans l'histoire. Berlin a bradé quelle souveraineté? Berlin avait perdu la guerre. Non, ici... Ça voudrait dire autrement que nous avons aussi perdu la guerre. Donc, non, voilà. Donc, lire des choses aujourd'hui
par rapport à des lunettes anachroniques, c'est pas sain. Donc, il n'y a pas eu bradage de souveraineté parce que on a signé à Washington. Qui vous dit que parce que c'est à Kinshasa et qu'on garde la souveraineté? Est-ce que ce qui compte, c'est la paix ou c'est le lieu? Qu'est-ce qui compte? C'est la paix ou c'est le lieu? C'est le résultat ou c'est le lieu? La dignité en philosophie politique, on en parle également. Qui vous dit que la dignité est seulement... On sera toujours un pays vu souverainement comme tel? Oui, mais qui vous dit que la dignité, ce n'est qu'à Kinshasa, au Congo et pas ailleurs? L'homme est où? Vous voyez ça? Nous sommes dans les concerts des nations. Nous sommes dans les contextes les États, dans les contextes internationaux. Donc, on ne peut pas tenir cela. Alors, moi, pour revenir à votre question, je pense que cet accord est une, permettez-moi de le dire ici, bon, une opportunité. J'allais parler de chance, mais je dis c'est une opportunité d'avancer, comme le professeur Ngomali Binda l'a dit, d'avancer et de voir le pays renaître. Vous savez, M. Gaëtan, on ne peut pas construire un État, une nation dans les affrontements armés. La paix est-elle possible quand le sang coule? Le développement dont vous parlez est-il possible quand le sang coule? Quand il y a des viols, quand il y a des destructions de la main-d'œuvre, de l'homme, de l'humanité? Peut-on avoir une paix possible? Mais non. Est-ce qu'on peut avoir aussi une paix possible sans la justice, sans réparation des victimes notamment, puisque l'accord est muet par rapport à ça notamment? Le professeur vous a dit que c'est un début. Ok. C'est un début. Il faut commencer quelque part. On ne peut pas tout embrigader, tout emballer et penser aller avec tout. Non. Nous avons commencé une étape, il viendra une autre étape et nous allons avancer. C'est une opportunité d'avancer. Puisque vous parlez du développement, eh bien cet accord donne des perspectives de développement possible si nous, les Congolais... C'est là maintenant qu'on parle de bradage des minerais. Non, si nous, aux côtés des bradages de la souveraineté, monsieur le professeur. Le professeur vous a dit, dans l'accord, et d'ailleurs, je veux vous dire, vous savez, la philosophie, puisque nous sommes des philosophes, la philosophie est la discipline qui peut vous permettre de comprendre des conflits et même de dénouer des conflits. C'est la philosophie. Parce que la philosophie va vous lire les désaccords. C'est quoi le conflit? Le conflit, c'est simplement les désaccords. Les accords entre partis. Il y a des accords entre nous, entre la RDC et le Rwanda. Il y a des désaccords entre les acteurs politiques. Eh bien, les philosophes peuvent lire ces désaccords et proposer des démarches et des schémas pour arriver à éteindre le feu, pour arriver à réconcilier moyennant des dialogues à gauche à droite, bien réfléchis, et bien on aboutit à l'accord. Bon, le professeur vous a dit, dans tout accord, il y a ce qu'on gagne, mais il y a ce qu'aussi, puisqu'il s'agit de la concession ou des concessions, il y a ce qu'on gagne, bon, il y a ce qu'on accepte pas de perdre, mais les détracteurs de l'accord estiment que, ou les critiques de l'accord estiment que nous avons plutôt beaucoup perdu. On va y revenir. Vous avez utilisé le mot. Vous avez utilisé le mot, les détracteurs. C'est quoi un détracteur? Les opposent. Ben, vous connaissez son rôle, les détracteurs. Ils ne voient que du noir. Oui. Les détracteurs est là pour détruire, pour déchirer. Même ce qui est bon, il déconstruit même ce que vous avez construit. Eh bien, ce n'est pas dans cette logique qu'on peut aller philosophiquement pour construire. C'est un détracteur. Même si vous êtes en veste noire, le détracteur vous dira « Votre cravate ne tient pas avec cette couleur. » C'est ça le détracteur. Voilà. Professeur Eugène Bitende, la même question. Qu'est-ce que ça vous a inspiré cet accord? Mais je rajouterai en vous posant la question de savoir, est-ce une vraie paix que nous avons négociée ou une paix stratégique, minière, temporaire seulement? Merci pour cette question. En fait, quand j'ai vu cette guerre qui ne fait que perdurer, continuer et presque sans issue,
on se demandait comment on fera pour finir cette guerre, je me suis dit, ben, évidemment, comme philosophe, nous devons nous poser des questions de savoir d'où vient cette guerre. C'est ça la question philosophique. Vous voulez résoudre quelque chose, mais il faut en connaître l'histoire. D'où vient cette guerre? Et nous le savons. Ça a été dit de façon tacite. On connaît la cause de cette guerre, le lieu de provenance de cette guerre. Ce sont les États-Unis, vous le savez. Et donc, comment vous voulez mettre fin à la guerre sans impliquer les États-Unis? Donc, moi je me disais, si le président m'avait posé la question, j'allais lui dire, nous devons négocier avec les États-Unis de Donald Trump. Pourquoi? Cette guerre, c'est une guerre des Américains démocrates qui sont venus prendre nos richesses en complicité avec les pays voisins. Et le président qui arrive, c'est quelqu'un qui s'oppose aux démocrates. Et donc, voici l'aubaine, voici l'occasion pour nous de parler directement à la source pour mettre un terme à cette guerre, pour exploiter, utiliser l'intelligence justement philosophique pour entrer, caresser dans le sens du poil afin de résorber. Vous savez, pour moi, C'est stratégique donc. c'est purement stratégique et même déterminant. Mais on vous entend apparemment, après cette administration, la guerre pourrait reprendre. Non. Si vous dites ça, c'est que les Congolais n'existaient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est ça l'intelligence philosophique. Les Congolais doivent se saisir de cette opportunité. C'est dire, c'est maintenant que nous avons l'opportunité. Nous avons un interlocuteur qui nous permet de nous déterminer. Il s'engage à coopérer avec nous dans une forme de co-développement. Et donc, nous devons nous réveiller, nous devons exister. Vous êtes pragmatique et réaliste là. Totalement pragmatique et réaliste. C'est comme ça que les gens, d'ailleurs, je suis plus proche même des Américains sans avoir été aux États-Unis, parce que c'est le pragmatisme qu'il faut utiliser. Et ça, c'est une méthode philosophique. Le pragmatisme, c'est-à-dire, nous comprenons et nous attaquons. C'est ça l'intelligence. On va, l'autre est opposé à ceux-là, il a parlé des détracteurs, et nous exploitons ça. C'est ça l'intelligence. Aller avec celui qui détruit, parce que l'ennemi de votre ennemi devient votre ami. Et donc, pour moi, il fallait ça. Et là, nous sommes allés aux sources. Donc, on coupe aussi l'herbe sous les pieds des Rwandais comme ça. Exactement. Parce que À c'est le travers Rwandais qui était le proxy des Américains. des démocrates. Oui. Maintenant, nous sommes avec les républicains. Vous voyez? Et nous voulons être comme nation, être avec les républicains. Alors, le pouvoir peut changer. Mais dans l'entretemps, nous devons exister, c'est-à-dire, nous devons apprendre. Nous devons commencer à travailler. Il faut reconnaître que nous ne travaillons pas. C'est comme ça que les autres se moquent de nous. Ouais. Nous devons nous mettre au travail. Comme ça, quand une autre guerre arrive, nous allons utiliser la muraille du prof. Parce que nous aurons forgé notre armée, Ouais. nous aurons forgé notre technologie, parce que maintenant nous avons un partenaire. Il faut s'appuyer quelque part sur la muraille scientifique. Ben oui, Existe-t-elle vraiment La- avec des gens honnêtes, des gens valeureuses, comme aime bien le dire oui. Olivier Samba? Notre pays a des hommes honnêtes. Malheureusement, Des personnes valeureuses plutôt, je voulais dire. ça existe. Malheureusement, pour la plupart, ce sont les moins valeureuses qui se mettent. Malheureusement. Mais les personnes valeureuses sont là, généralement ne sont pas ambitieuses, ne recherchent pas le gain facile, sont presque cachées. Mais ça existe. Il suffit de les chercher, comme le faisait un philosophe grec. En plein jour, il cherchait l'homme avec une lampe. Donc ces hommes valeureux, Socrate. non, Diogène. Diogène. Ah, ok. Ces hommes valeureux, cherchez-les avec la lampe, vous allez les trouver et ils vont contribuer à faire exister. Vous voyez, j'ai développé une théorie de l'existence parce que j'ai constaté que nous n'existions pas. Alors, vous n'existez pas.
On va revenir pour parler de cette théorie de l'existence, bien évidemment. Olivier Sambay, le professeur Eugène Bitende estime que c'est du pragmatisme, du réalisme, justement, aller directement discuter avec les Américains. Mais je voudrais savoir quelle portée ou vision philosophique conférer à cet accord pour qu'il reste dans la durée, que ce soit du long terme et non du court terme, simplement. Merci pour cette question. Je suis très heureux de faire partie de ces plateaux. D'abord parce que ce n'est pas un débat, c'est un partage scientifique. Il n'y a pas de contradictions, mais il y a juste des compléments pour que l'on puisse apporter la lumière à cette question aussi importante qui touche à l'existence de notre pays. Le professeur Ngoma Binda a dit que c'est un début. Et il a totalement raison. Début pourquoi? Parce qu'il y a 2 autres accords qui sont à venir. Le chapitre 2 de cet accord de RDC-Rwanda signé à Washington renvoie les négociations de AFC M23 et les gouvernements congolais pour que ça soit conclu afin que l'on puisse aboutir au 2e accord. Et cet accord-là qui va ouvrir la porte à ce que... Vous faites allusion à l'accord intercongolais ou l'accord de Doha? Non, je parle d'abord de l'accord de Doha parce que là, ça permettra à ce qu'il y ait totalement la voie qui va nous conduire vers la paix perpétuelle. Ouais. Et je pense que ça serait une paix perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous devions exister. Exister dans une acception purement philosophique signifie transformation, sortir de soi pour devenir quelque chose. Déterminer ce que vous voulez être, d'être ce que vous voulez devenir. Si on fait ça exister, alors ici ne serait pas là, on dort, on se réveille. Non, on réfléchit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux devenir pour dépasser les statuts actuels? Et nous sommes dans des sortes de statu quo. On est attentiste. C'est ça le problème. Alors, cet accord, la portée philosophique est laquelle? Nous l'avons dit ici à Télé 50 au mois de mars, lorsque c'était encore très chaud, nous étions un tout petit peu sclérosés en termes de pensée et nous avions proposé, heureusement, le chef de l'État dans son circuit, il pensait aussi la même chose. Là, j'étais très content du fait que la toute dernière carte qui restait, c'était les États-Unis d'Amérique. Parce que le chef de l'État a tendu la main partout et personne n'a accepté la solution militaire. Tous les pays africains ont refusé. Vous avez vu comment l'Afrique du Sud a retiré ses troupes parce qu'il y a eu des décès et personne ne voulait prendre ces risques-là parce qu'il y a beaucoup de dommages, des responsabilités des États qui envoient leurs troupes au sol. Alors, il aurait fallu saisir les taureaux par les cornes, comme on l'a dit, parce que les États-Unis d'Amérique longtemps étaient derrière le Rwanda, et puis ils ont été les pourvoyeurs du Rwanda parce que les minéraux rares, les terres rares se trouvant au Congo, et le Rwanda utilisait la rébellion comme appât, comme une voie permettant à ce qu'ils puissent exploiter de façon illicite nos minéraux, transformer chez eux, pour que les multinationales, les États-Unis d'Amérique récupèrent pour asseoir leur puissance technologique. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Mais le Rwanda n'est toujours pas exclu. Il va co-gérer justement à la fois les parcs, mais aussi les ressources naturelles avec la RDC. Je réponds à votre question pour comprendre la stratégie, comme l'a dit aussi le prof Eugène. La stratégie derrière cet accord, c'est quoi? Mais les États-Unis ne pouvaient pas directement rejeter le Rwanda. C'est un vieil ami. Le Rwanda, Paul Kagame a compris, il a bilinguisé, c'est le terme que j'utilise, le pays, en parlant français et anglais. Aux États-Unis, il s'appelle au téléphone, il parle anglais. Donc il a été stratégique bien avant nous. Il est stratégique bien avant, c'est la stratégie. Malheureusement, c'est juste un dirigeant, c'est pas un leader, parce que le leadership rime avec vertu. Alors, lorsque vous n'avez pas de vertus, vous n'êtes pas un bon leader. Un bon leader, c'est celui qui a des vertus, qui ne tue pas pour exister, mais qui s'ouvre à des valeurs. Mais nous voyons que les valeurs humanitaires n'existaient pas chez le président rwandais. C'est la raison pour laquelle il a compris, enfin, stratège, il avait déjà bilinguisé les pays. Il est en même temps avec les Français, en même temps avec les Anglais, les Américains, des surcroît. Alors, les États-Unis, ils ont compris, la diplomatie actuelle du régime a présenté l'offre à l'administration actuelle. Un adage dit il vaut mieux avoir affaire avec Dieu plutôt que de passer par les saints. Et le Rwanda apparaît maintenant comme le saint auprès de qui recourir ces multinationales pour demander les minéraux. Mais il faut directement traiter avec les dieux. Les dieux, c'est qui? C'est la source. Vous avez suivi Paul Kagame comme un chien enragé en train de s'en prendre à Tshisekedi dans sa dernière sortie médiatique. Il est très énervé. Tout à fait. Vous allez comprendre que c'est qui les perdants, c'est qui les gagnants dans cet accord. Et les dieux actuellement, c'est la République démocratique du Congo. Les États-Unis vont directement traiter avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle vous voyez le point 6 de cet accord.
qui parle de la congestion. Le cadre d'intégration économique. Cadre d'intégration économique. Parce que là, il est dit de façon claire, il faudrait co-gérer les lacs, les minéraux, du métal jusqu'à la transformation. Et c'est exactement ce que faisait le Rwanda, mais par voie de rébellion, ils les exploitent pour transformer de l'autre côté. Mais pourquoi les États-Unis ont insisté à ce que cette disposition-là demeure? Pour ne pas lâcher le Rwanda. Mais normalement, pour rejoindre encore ce que le prof Komabinda dit, c'est un accord qui se veut humanitaire. Fort malheureusement, le régime actuel de Kigali n'est pas humanitaire. Un régime Olivier, belliqueux. Certains estiment que c'est plutôt par faiblesse que nous sommes allés supplier les Américains, non pas par sagesse et non pas non plus stratégique, mais vous allez y répondre. Quand vous êtes faible, il faut réfléchir pour faire face à une... Pour exister. Exactement, pour exister. La théorie existentielle. Voilà. Professeur Komabinda, justement, je reviens à vous. Est-ce que les théories des murailles, notamment la muraille industrielle, la muraille militaire, industrielle et scientifique, cette théorie est conciliable avec cet accord? Si oui, dans quelle mesure et comment? Comme on l'a dit, après la signature de l'accord, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est-à-dire, comme le disait le professeur Bitende tout à l'heure, nous avons à exister. Nous avons le devoir de travailler. Travailler à construire de la vraie force. Nous avons, nous les Congolais, nous avons déçu toute l'Afrique. Nous avons déçu parce que depuis longtemps, on a découvert que nous sommes potentiellement forts, mais que nous n'avons pas utilisé cette force que nous avons. Bien au contraire, nous l'avons gaspillée. Depuis l'arrivée de Mobutu, en tout cas, nous avons gaspillé les possibilités de puissance que nous avons. Donc, je pense qu'après la signature de l'accord, de tous les accords qui viendront, nous devons en même temps faire notre force, notre puissance armée, notre puissance industrielle. Avec l'accord, il y a déjà de l'espoir de construire des industries, des transformations des matières premières, mais il faut les disséminer dans tout le pays, parce que tout le pays regorge de beaucoup de minéraux. Tout le pays. Dans le Bas-Congo ici, on a découvert des manganèses, de cuivre, de cobalt, etc. Presque de la même teneur, de plus qu'au Katanga. Donc, si nous négligeons de nous prendre en charge nous-mêmes pour pouvoir exister, l'accord ne servira à rien. L'accord sera quelque chose que Kagame pourra déchirer facilement. Nous devons prendre conscience que... Ou peut-être dont il va profiter pleinement aussi. Voilà. Pour en profiter pleinement, justement. Ouais. Pour en profiter. Et si nous ne pensons pas que nous devons refaire tout, et la muraille militaire, je dis, tous les 200 kilomètres, il faut une base militaire. L'accord ne nous aide pas justement à refaire cette muraille industrielle, non? L'accord, j'ai dit l'après-accord. Ok. L'après-accord, nous devrons, dès maintenant, je pense que les responsables y pensent déjà, nous ne devons pas dormir. Penser que nous avons eu l'accord, donc c'est le salut. Non. Nous devons absolument rendre la puissance que le pays avait jadis, avec Mobutu justement, nous devons lui rendre cette puissance-là. Puissance militaire, puissance économique. Nous étions un grand pays économique, très 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 puissant, plus de 2000 industries déjà à l'arrivée à l'indépendance. Donc, mais sans oublier la muraille
scientifique comme axiologique. Là, les valeurs... c'est très important. C'est très important. Lorsque un pays a des richesses, beaucoup de richesses, mais qu'il manque les valeurs morales, il ne signifie rien. Il ne pèse pas. Il n'existe pas. Voilà. Professeur Christian Toumba, comment exister alors qu'il y a un vide axiologique, c'est-à-dire un manque de valeur criant de manière collective? Et quel rôle vous pouvez justement jouer par rapport à ça, compte tenu du développement et de la paix aussi? Merci pour cette question et je dis merci au professeur Ngoma Binda qui a cette théorie de 3 murailles. Cette muraille scientifique qui nous permet d'exister en tant que peuple, en tant que pensée aussi. Que devons-nous faire? Mais écoutez la philosophie. Écoutez la philosophie. C'est quoi un État? Quels sont les éléments constitutifs d'un État? Le territoire, la population, le pouvoir organisateur à travers le pouvoir régalien, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et judiciaire, tout ça. Mais je reviens, etc. Mais je reviens sur un élément central, la population. La population. Alors, c'est là où nous entrons en jeu. La question est comment exister comme peuple sur un territoire? Comment cette population peut-elle s'organiser en tant que communauté et vivre, exister et se faire entendre? Comment? C'est à ce moment-là que la philosophie, il n'y a que la philosophie qui peut aider en enseignant les valeurs dont parlait le professeur, en enseignant les valeurs d'ordre éthique, les valeurs d'ordre moral. Parce que ce sont ces valeurs qui vont réguler les comportements des individus, mais aussi le comportement de toute la communauté pour exister comme peuple. Pas pour exister comme des individus qui s'entrechoquent, qui s'entretuent, mais comme un peuple dans le vivre ensemble. Il n'y a que des valeurs qui peuvent le faire. Et ça, c'est le travail de la philosophie. Monsieur Gaëtan, ce sont ces valeurs d'ordre éthique, les valeurs d'ordre moral, qui finalement agissent et qui finalement construisent la justice sociale. La justice sociale et la cohésion nationale. Parce que nous sommes un peuple, nous devons exister, il faut qu'il y ait une justice sociale, il faut qu'il y ait une cohésion nationale, mais notre agir social, nos habitudes, nos comportements doivent être régulés par des valeurs. Alors vous dites qu'il faut enseigner les valeurs. Il faut enseigner les valeurs. D'éducation civique et morale, ce soit à l'école secondaire, même dans les universités. Qu'est-ce que ça porte comme conséquence? Voici la conséquence. À ce moment-là, quand on enseigne à tout un peuple des valeurs, et le peuple existe comme communauté vitale, à ce moment-là, la philosophie permet à ce que l'esprit de l'homme s'élève. Quand l'esprit de l'homme s'élève, on parvient à se poser des questions. C'est-à-dire, on arrive à l'étape du questionnement. On questionne. Pourquoi il y a ceci que rien? Pourquoi il y a guerre que la paix? Pourquoi il y a ceci ou cela? On aurait dû avoir la paix, mais maintenant nous avons la guerre. Pourquoi? On se questionne. Mais finalement, on analyse comme peuple, dans son existence. Nous analysons les données. À ce moment-là, nous formulons des arguments pour pouvoir vivre et construire notre muraille scientifique. Construisons. Mais vous savez que quand on arrive à ce niveau-là, eh bien, puisqu'on a construit une muraille scientifique, nous avons toutes les données, nous pouvons arriver à une industrialisation. Vous savez, cet accord, comme vous dites là, le maître l'a dit, ne va pas nous dire, bon voilà, dormez bien, vous avez signé un accord, dormez comme des bébés. Non, c'est-à-dire, on nous donne l'occasion de travailler sur des valeurs pour construire cette muraille et construire la réflexion philosophique de que faire et se questionner, comme je dis, pourquoi il y a ceci à lieu et place de cela.
Merci, monsieur le professeur. On va parler maintenant de la théorie de l'existence. Le professeur Christian Toumba parlait de la population comme un élément important dans la constitution d'un État, mais cette population congolaise qui normalement devait être une force parce que démographiquement elle est importante, mais aussi très jeune, mais il s'avère être une faiblesse parce que vide axiologiquement. Comment la faire exister justement cette population? Très bien. Il faut rentrer dans le totémisme. Il faut avoir un totem national. C'est-à-dire cette population disparate a besoin d'un principe organisateur. Et le principe organisateur, nous le connaissons. Ça ne peut être que l'État. Mais l'État, pour agir correctement, a besoin de l'appui philosophique, de l'appui du philosophe qui a cette dimension axiologique et qui a aussi cette dimension réflexive. Moi, je vous ai dit que l'accord est stratégique, même si avec Samba, vous avez dit non, c'est la faiblesse. La stratégie relève de l'intelligence. Et donc, le principe totémique, c'est le principe d'organisation. Alors, cette population doit être organisée, mise au travail. C'est-à-dire quoi? Organiser, c'est gérer. On gère quoi? On donne des responsabilités. Et quand on donne des responsabilités, s'ensuivent les sanctions. Parce que pour restaurer les valeurs, il faut s'appuyer sur les sanctions. Vous responsabilisez. Vous devez faire ceci. Si vous le faites, sanction positive. Si vous ne le faites pas, sanction négative. Et ça doit se généraliser. Et vous avez évoqué un mot, quelques mots. Mot, M-O-T, ouais. Et mot, M-A-U-S, X. Les népotismes, les tribalismes, ouais. C'est ça qui fragilise les totémismes étatiques. C'est-à-dire, celui qui doit sanctionner, il dit, Christian c'est mon frère, il a volé, je le laisse. C'est là où commence le problème. C'est comme ça que je produis une autre théorie philosophique du vaccin. Non, les théories, tu en auras... Quand on a une maladie, il faut un vaccin maintenant pour remédier à ça. Voilà. Oui. Combattre ces mots-là, M-A-U-X. Mais je crois que je ne vais pas en parler, nous risquons d'aller plus loin. Mais principe organisateur, totémisme, exact, qui sanctionne positivement comme négativement, alors de façon juste, sans penchant, sans considération des mots M-A-U-X. C'est-à-dire refuser le mot, et ça doit partir du chef de l'État, du sommet, qui doit s'accompagner des philosophes qui insistent sur la dimension axiologique. Donc il faut commencer d'abord par assainir la tête pensante de l'État. Oui, et c'est là où il y a une autre théorie, il y a ce que j'appelle l'éducation pyramidale. Ça part du sommet pour impacter. Olivier Sambaï, nous parlons paix, mais également développement. Mais couramment, c'est connu que le développement, c'est une affaire des économistes, des technocrates. En quoi est-ce que ça peut concerner justement les philosophes, ou la philosophie du développement peut servir à quoi? Oui, votre question relève toute la problématique. Hein? Oui. C'est pas pour rien qu'en 2005, l'UNESCO a institué la Journée mondiale de la philosophie, simplement parce que la philosophie est oubliée. Laissez-moi vous dire que tous les mots M-A-U-X qu'il y a actuellement dans l'humanité tout entière, c'est par manque de la philosophie. Je peux vous dire que les guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, c'est au XXe siècle. Première guerre mondiale, s'en est suivi la grippe espagnole. Deuxième guerre mondiale, vous sentez la barbarie. C'est parce qu'il y avait crise fondamentale de la philosophie. Et cette crise continue jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous êtes aussi en train de voir ce qui se passe à travers le monde. Un État contre un État. En Afrique, nous ne sommes pas épargnés. Le Rwanda, qui agresse la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a une crise fondamentale de la philosophie. La philosophie est oubliée. La philosophie est mise de côté. Et les gouvernants politiques
ne s'ouvrent pas à la philosophie. Ils pensent qu'on peut gérer sans s'ouvrir à la réflexion et poser des questions fondamentales qui puissent conduire à des réponses concrètes. La philosophie a souvent été présentée comme simple théorie. Et pourtant, la philosophie est plus pragmatique que beaucoup ne le pensent, parce qu'il n'y a aucune pratique qui peut être exécutée sans qu'il y ait la théorie. La théorie et la pratique sont intimement liées. Pour passer au pragmatisme, il faut concevoir d'abord la théorie. Alors, je reviens rapidement sur ce qu'a dit les maîtres ici. Le prof Ngomabinda qui parle des 3 murailles, les théories, murailles militaires, industrielles et scientifiques. Et le professeur Ntumba, Christian, a précisé qu'il faudrait l'éducation, la formation. Et le professeur Eugène a parlé aussi de cette théorie, il faut le totémisme. Ouais. Mais vous allez comprendre que dans tout ça, il faut qu'il y ait une seule chose pour que ça soit mis en pratique, c'est le pouvoir politique. C'est la raison pour laquelle, pour que tout ce qui vient d'être dit soit mis en pratique, il faut qu'il y ait une alliance entre le pouvoir politique et le savoir philosophico-scientifique. Alors, la chose fondamentale qui peut conduire à tout ce qu'on vient de dire ici, c'est d'abord la philosophie. C'est d'abord la réflexion. C'est-à-dire, un État comme la République démocratique du Congo, nous devons avoir un cadre où on ne réunit que des penseurs. On réunit des philosophes fondamentalement et on réunit tous les penseurs qui peuvent définir exactement de quelle manière on peut implémenter ces théories-là en pratique au sein de la société. Par exemple, la muraille militaire. Mais il faut le penser. Il faut réfléchir. Comment on doit doter notre pays d'une armée dissuasive? C'est d'abord la réflexion. On conçoit la théorie, on présente au gouvernement politique à travers le ministère de la Défense qui va implémenter cela. On doit réfléchir, la muraille industrielle. D'abord, le bloc fondamental, c'est la réflexion. Et les penseurs là, doivent réfléchir. Comment faire en sorte qu'on puisse industrialiser notre économie? Comment créer la richesse? Comment attirer les investisseurs? Comment produire de la richesse? C'est la réflexion. Adam Smith, un philosophe qui a conçu toute une théorie devenue toute une science aujourd'hui, les sciences économiques. Et le professeur Ngomabinda a même écrit un ouvrage là-dessus. Quand il parle de l'éthique des affaires, il a beaucoup plus exploité les thèses d'Adam Smith. Vous allez comprendre qu'au point fondamental, c'est la réflexion. Malheureusement, on s'ouvre à des théories purement techniques et en mettant la réflexion de côté. Comme conséquence, ce que vient de dire le professeur Christian, c'est réellement aussi les problèmes fondamentaux. Quand on parle des valeurs, tout ce qui peut conduire aux valeurs sont mis, tout ce qui peut conduire aux valeurs est mis de côté. À telle enseigne que vous avez, par exemple, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les cours, par exemple, d'éducation à la citoyenneté dans plusieurs filières à l'université ont été supprimés. Pour terminer rapidement, je dirais, en termes de valeurs, nous avons... Je voudrais justement savoir quelles sont les valeurs cardinales qu'on devrait promouvoir pour espérer justement un développement stable et durable. En tant qu'État, les valeurs cardinales, la toute première valeur, il faut qu'il y ait les valeurs républicaines. D'abord en tant qu'État. D'abord, vous avez le patriotisme et le nationalisme en tant que valeur républicaine. Et ensuite, vous avez le civisme en tant que valeur. Comment est-ce que je dois considérer mon État comme étant... ce qu'a dit les professeurs, le prof Ngomabinda a beaucoup plus développé des questions éthiques. La dimension éthique d'un État voudrait quoi? Que l'on considère l'État comme un être humain à qui on ne doit pas faire du mal. C'est ça la dimension philosophique et fondamentale même d'un État. Parce que vous êtes à la gestion de la chose publique, vous devez considérer l'État comme un humain dont vous avez la totale gestion. Vous devez veiller sur sa santé, vous devez veiller sur sa sécurité, vous devez tout faire pour que cet humain-là ne manque même pas à manger. Donc vous devez avoir ces soucis-là fondamentaux en tant que gestionnaire de la chose publique. Et comme conséquence, vous voyez que non, ces valeurs-là ne sont pas enseignées. Il faut préparer la génération future, changer notre système de montée. Comme conséquence, nous avons une crise des valeurs. On fait des renforcements des capacités dans des domaines techniques, mais on ne fait pas des renforcements de capacités dans les domaines purement philosophiques, purement éthiques, purement moraux. C'est ça le mal congolais. Monsieur le professeur Eli Ngomabinda, Olivier Samba a dit qu'il faut une alliance entre l'État et la pensée philosophico-scientifique. Mais on vous reproche, vous, les philosophes, d'être trop dans la pensée spéculative. C'est quelque chose, justement, que vous connaissez bien. Est-ce totalement faux, ce reproche, ou vous pensez que, justement, sont ceux qui vous lisent qui sont un peu plus bas que vos textes?
L'assistant Sambaï a raison de souligner l'alliance qui doit exister entre le pouvoir et la pensée philosophique. Et comment nous la produisons, cette pensée? Nous la produisons en prenant en compte les réalités qui sont les nôtres dans notre société. Il a dit comment pouvoir construire le patriotisme, parce que ça s'est construit. Comment pouvoir unir le pays? Comment faire en sorte que la vraie unité, pas ce qu'on chante dans les je sais pas quoi, mais la vraie unité du pays, comment la construire? Tout cela, nous traitons de cela. Nous ne traitons pas en philosophie des sexes et des anges. Nous ne traitons pas en philosophie de l'être en tant qu'être. Nous traitons avec notre génération actuelle, nous traitons des problèmes concrets de la société. Tout à fait. Vous avez là, par exemple, un livre que nous avons écrit sur l'éthique du dialogue politique. Mais c'est actuel. Nous avons là, par exemple... C'est vous les philosophes qui incitez l'État à toujours dialoguer. Oui, quand on dialogue beaucoup, c'est à cause des philosophes, on peut dire. J'incite le pouvoir à pouvoir dialoguer. J'incite... Mais il y en a qui en ont marre du dialogue maintenant. C'est normal. Le dialogue, c'est une donnée permanente dans la vie d'une société, même des hommes. C'est une donnée permanente. Parce que les conflits sont perpétuels. Tout à fait. Les conflits sont perpétuels, donc il faut dialoguer. Voyez, là, pour quitter le pays comme tel, il y a un livre intitulé « Un contre à venir », un livre sur les problèmes de l'humanité, les problèmes que nous connaissons avec ce que nous apporte le numérique, l'informatique. Nous devons y penser. Ce n'est pas à laisser aux étrangers, aux occidentaux. Non, nous devons penser également comment prendre en charge les réseaux sociaux, les problèmes d'intelligence artificielle. Voyez, c'est concret, nous y pensons et cela concourt au développement de la nation. Ce n'est pas que... au Moyen-Âge, on passait le temps à philosopher sur la théologie. Comment pouvoir défendre Dieu vis-à-vis des incroyants. À l'Antiquité, on était en train de réfléchir sur l'être en tant qu'être. Comment pouvoir... Non. Pour le moment, c'est des objets concrets. Et nous le faisons largement. Le professeur a produit un texte sur la mondialisation. La mondialisation, c'est justement des données concrètes. Et la philosophie n'est pas, du moins à notre époque actuelle. Depuis l'apparition du monde contemporain... Elle est pratique maintenant. Elle est pratique. La philosophie est pratique, ou en tout cas, elle travaille, elle réfléchit en profondeur sur des données pratiques. Merci, monsieur le professeur. C'est notre dernier tour de table, justement. Professeur Christian Toumba, c'est la même question, bien évidemment, vous allez répondre. Quelle doit être la place, ou où doit être justement la philosophie dans la conception de la politique publique en RDC? La place centrale, la place d'honneur. Vous avez entendu M. Sambaï vous dire qu'il faut une alliance. Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage que nous vivons un temps de désalliance. Bon, exactement. Aujourd'hui, entre les gouvernants et la pensée philosophique, scientifique qui construit, pensée active. Alors, cela jette le peuple dans les décors. Eh bien, M. Gaëtan, cette alliance
doit être signé nécessairement. Et le professeur a évoqué la théorie des pyramides. Il a évoqué la théorie de l'existence. Est-ce que nous existons comme peuple? Quelle est notre identité? Et c'est là aussi la question. Il n'y a que la philosophie, pour vous donner la place, la philosophie qui, à travers l'exploration profonde des questions majeures, notamment de l'histoire, de notre histoire, de la culture, de notre culture. Il n'y a que l'exploration de ces questions fondamentales, cette exploration qui peut nous amener à construire une pensée, à construire notre identité pour exister comme société, afin d'arriver à bâtir une muraille scientifique. Il faut arriver à ce niveau-là. C'est la philosophie. C'est la philosophie. Ce n'est pas autre chose. Évidemment, quand vous dites la philosophie est spéculative, alors, elle n'est pas, il vous a dit, elle n'est pas spéculative. La philosophie est pratique. Tout à fait. Merci. Il a écrit un ouvrage, je vais terminer, le professeur Ngoma Binda a écrit un ouvrage, La participation politique. Et dans cet ouvrage, il parle de la citoyenneté. Comment citoyenner dans son État. Mais aussi, le professeur, je dois les citer, le professeur Michel Balabala Kassongo qui a écrit « Être citoyen » pour exalter son identité. C'est quand nous existons comme citoyens. À ce moment-là, nous allons nous engager positivement. La citoyenneté active. C'est cette citoyenneté active qui va faire que nous ayons en vivre ensemble, nous n'arrivons pas à spéculer, et à ce moment-là, comme scientifiques, travailler ensemble, et non des atomes dispersés, et non des molécules dispersées, mais travailler ensemble. La théorie de trois murailles va rejoindre la théorie de l'alliance, qui va rejoindre la théorie de totem et de pyramide, et nous allons bâtir une culture. Et vous verrez que dans quelques années, si on écoute les philosophes, je dis si on écoute les philosophes, parce qu'ils écrivent, regardez cet ouvrage, si regardez les ouvrages, il y en a beaucoup. Le professeur Mouabinda a écrit il existe dans nos têtes l'ombre de pauvreté politique. Qui a lu ça? Il parle de dialogue. Qui a lu ça? On ne lit pas ça. Alors on croit que c'est de la spéculation. Non, c'est pratique. Venez consulter la pensée philosophique pour élaguer des malentendus afin de construire une identité nationale, réaliser la muraille scientifique et avancer. L'intervention du professeur Christian Toumama a inspiré une dernière question pour vous, professeur, sur la participation politique, l'engagement citoyen, la citoyenneté. Quand je regarde le citoyen à l'époque, dans la Grèce antique, c'était quelqu'un qui avait des droits et des responsabilités. Comment expliquer ce désengagement citoyen en RDC particulièrement? Est-ce que vous, philosophes, pouvez remédier à cela? Est-ce qu'il faut lire seulement le livre du professeur Ngoma Binda pour redevenir un vrai citoyen aussi? Merci, c'est une très bonne question. Des fois, Gambi, les autres, tu leur poses des questions qui m'intéressent. Vous pouvez commenter, mais c'est pas grave. Non, mais c'est une question de temps. Ils ont bien parlé. L'éducation, j'ai aussi écrit un livre intitulé carrément Éducation à la citoyenneté. Quel est le problème? Vous avez dit ces cours se donnent, mais sur le terrain, on ne voit rien. Mais qui donne ce cours? Ça, c'est la grande question. Vous allez voir des juristes qui enseignent l'éducation à la citoyenneté, des politologues qui enseignent, les démographes, je ne sais pas quoi, tout le monde enseigne. Non, ça c'est une matière purement philosophique. Et c'est quoi un citoyen? En deux mots, c'est celui qui a des devoirs et des droits. Je le fais exprès. C'est-à-dire qu'il met en priorité les devoirs. Les devoirs. Et imaginez que chacun de nous mette en priorité ses devoirs envers l'autre. Quelle est la conséquence? Les droits sont automatiquement acquis. Et on ne va plus faire des revendications de nos droits. Non. Je suis
professeur, je donne cours, j'accomplis mon devoir. Les étudiants, à leur tour, ils payent les frais académiques pour participer. Et chacun se retrouve dans ce droit. Voilà, c'est ça l'éducation à la citoyenneté. Donner priorité aux devoirs pour que les droits soient d'office respectés. Je crois que je ne veux pas... Alors, l'importance de la philosophie. Oui. Regardez comment nous sommes. Je suis un homme, j'ai une tête, j'ai des bras et j'ai des jambes. Alors toi, tu vas dire, non, monsieur, cette tête ne me sert à rien. Mes bras me suffisent pour soulever ça. Je peux travailler avec mes bras sans m'occuper de ma tête. La philosophie, c'est la tête chez l'homme. C'est-à-dire, c'est la tête qui te donne les idées pour utiliser correctement tes bras. À bon escient. Sans la tête, le corps est nul. Il y a un député qui a dit la philosophie ne sert à rien. Attention, quand vous dites la philosophie ne sert à rien, c'est-à-dire vous dites un homme peut vivre sans la tête. Parce que la philosophie, c'est ce qui produit la pensée, et la pensée vient de la tête. Et les autres se sont demandé, non, nous n'avons besoin que de former ceux qui vont produire les mines. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il n'y a pas de théorie de production de mines? Ça, c'est la réflexion philosophique. Quand nous produisons, sans théorie, vous avez produit quelle mine? Conséquence, jusque-là, vous avez déjà produit quelle mine? Vous voyez? Parce qu'on a abandonné la philosophie. On ne peut rien faire sans la réflexion philosophique. Rien, rien. Le développement, même l'économie est fondée sur la philosophie. D'ailleurs, vous le savez, vous êtes notre ancien étudiant. C'est la philosophie qui a fait naître toutes les autres disciplines, qui doivent véritablement respecter la philosophie. Parce que la philosophie, en tant que mère, parce que c'est au féminin, a généré tout ce monde-là pour l'aider, quand elle va produire des connaissances, à les matérialiser. Et c'est ça qui fait la chaîne sociétale. Les activités sont liées. Ça part de la philosophie, celui-là, il prend, l'économiste agit, le sociologue agit, ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas la tête, il n'y a plus rien. Olivier Sambaye, pour terminer cette émission, quelle place doit occuper, je reviens sur cette question, la philosophie dans la conception des politiques publiques en RDC? La place fondamentale, je l'ai dit, les professeurs l'ont dit, je l'aurais dit encore. La place fondamentale. Je vais vous dire que, pour paraphraser les doyens, professeur Bitende, quand il dit que la philosophie devait jouer le rôle central, occuper la place fondamentale, c'est que réfléchissons un tout petit peu pour justifier ou démontrer par A plus B que les choses vont mal parce que la philosophie n'a pas été prise à bras le corps par les gestionnaires de la chose publique. Les philosophes sont là, les livres sont là, tous ces livres sont publiés novembre, janvier, février de cette année. Novembre 2024, janvier, février. Mais vous allez comprendre que les philosophes continuent à faire notre travail. Le prof Bitende a publié le livre sur la philosophie de développement, éducation à la citoyenneté. Il y a des articles scientifiques que nous avons publiés sur l'institutionnalisation de la technoscience. Nous sommes là. Nous continuons à faire notre travail. Mais dès lors qu'il n'y aura pas d'alliance entre la philosophie et les pouvoirs politiques, il n'y a rien qui va se faire. Parce que c'est le pouvoir politique qui doit récupérer normalement ce que nous faisons pour implémenter dans la société. Nous sommes en train de faire notre travail. Nous sommes en train de produire même des notes techniques qu'on transmet aux gestionnaires de la chose publique. Mais s'ils ne prennent pas en considération ce que nous faisons, tout sera multiplié par zéro. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, parce que la philosophie a été mise de côté, on a pensé que les membres pouvaient fonctionner sans tête, comme le prof Bitende l'a dit. Et voilà les conséquences aujourd'hui. 65 ans d'indépendance, dressons nos fronts longtemps courbés. Aujourd'hui, nos fronts se sont dressés ou courbés davantage. Parce qu'on a produit des chiffres, beaucoup d'économistes, beaucoup de juristes, beaucoup de médecins. Quelle est la situation réelle et palpable dans la réalité? On ne produit pas de richesses. Et pourtant, il y a des centaines de milliers d'économistes. Et les plateaux techniques en tant que médecine ne fonctionnent pas correctement. Et pourtant, nous avons beaucoup de médecins. Il y a 50 ans passés, les Sud-Africains venaient se faire soigner ici au Congo, mais la tendance a été renversée. Pourquoi? Parce qu'on produit des techniciens, des membres. On prend la tête et on met des côtés. Nous avions peu de juristes et on avait la justice transitionnelle il y a 55 ans passés.
Mais aujourd'hui, des centaines de milliers de juristes, mais nous n'arrivons pas à mettre en place la justice traditionnelle. Même le chef de l'État lui-même a reconnu que la justice est malade. Pourquoi? Parce qu'on a mis la philosophie de côté. Pourtant, il existe la philosophie du droit. Il existe l'éthique économique. Il existe la bioéthique. La philosophie devait intervenir en tout. Pour terminer rapidement, je remercie Télé 50 d'avoir offert ce plateau aux philosophes. Je dirais encore, pour comprendre qu'il fallait que la philosophie intervienne. Et l'autre point, on a laissé l'éducation entre les mains des techniciens qui ne maîtrisaient pas les fondamentaux de l'éducation. Conséquence, nous formons le peuple congolais à avoir une pensée privée et non une pensée publique. Voilà. Dès l'école primaire, on pense soi, on ne pense pas État, parce que les enfants étudient pour devenir quelqu'un dans la vie, pour eux-mêmes. Non pas pour être des citoyens. Pas pour ne pas être des citoyens. Il n'y a que les philosophes qui devaient intervenir. C'est ça, les philosophes qui ont créé les citoyens, bien évidemment. Exactement. Vous me permettez d'avoir le commentaire du professeur Ngomabinda, peut-être sur la citoyenneté. Un petit mot. Parce que quand on n'arrive pas à produire des citoyens qui s'engagent activement, on tombe dans la démocratie négative. Ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a que les citoyens qui peuvent vous amener dans la démocratie positive. Parce qu'il y a la démocratie négative, celle que vous vivez aujourd'hui. Parce qu'on a coupé la tête aux philosophes. Des philosophes. La philosophie, on a coupé la tête de l'homme. De l'homme. Bon, ce que je peux dire, c'est que simplement, on ne naît pas citoyen, on le devient. Voilà. On le devient. Et la citoyenneté, c'est une exigence pour un pays qui veut véritablement se développer. Merci beaucoup. C'était un plateau spécial sur la paix, mais aussi sur le développement avec des philosophes. J'avais le plaisir de recevoir le professeur Eli Ngomabinda, doyen honoraire à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Kinshasa. Merci, monsieur le professeur, d'avoir été le nôtre dans ce plateau spécial. C'était un plaisir. Il y avait le professeur Christian Toumba, chef de département de philosophie de l'université de Kinshasa, plutôt de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Kinshasa. Merci à vous également. Merci. Et prochainement, nous viendrons pour parler essentiellement du développement par la philosophie. Merci beaucoup. Et il y avait également le professeur Eugène Bitende, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Kinshasa. Merci à vous d'être là. Philosophe également, il faut préciser. Merci beaucoup. Et enfin, Olivier Sambaï, coordonnateur du cercle axiologique et enseignant également à l'université de Kinshasa. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Et enfin, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'est vrai que nous pouvons relancer les mines, nous pouvons réformer les institutions, mais sans une philosophie structurante, on naviguera en tout cas sans direction. J'espère que cette émission vous a plu, ainsi que les interventions de nos invités. Écrivez-nous en commentaire sur YouTube ou retrouvez-nous en rediffusion sur les différentes plages que vous connaissez bien. Au revoir.